Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo qui va être mon bilan mi-mois de ces 17 premiers jours du mois d'avril. Donc 17 parce que normalement j'aurais dû tourner ça la vidéo plutôt le 13 ou le 14 là le dimanche qui est passé, mais j'ai eu la grippe donc j'ai pas pu. Donc là on est jeudi 17 et on va faire la vidéo maintenant. Je peux pas attendre plus parce que j'ai déjà 28 livres à vous présenter. Je pensais que j'avais beaucoup moins lu que ça, mais au final non. Mais ça veut dire que vraiment j'ai eu que de très bonnes lectures et que j'ai pas vu passer quoi. Donc on va commencer de suite pour éviter de faire des vidéos hyper longues, même si à chaque fois que je dis ça, on a des updates lecture de 50 minutes. Mais heureusement que notre ami le chapitrage existe. Donc on va commencer pour à peu près le commencement, on va essayer de suivre le carnet. Bien qu'il y a certaines choses, je pourrais pas vous présenter là parce que c'était des emprunts. Donc j'ai commencé le mois avec Shugako Academy. Donc le premier tome, c'est une trilogie terminée. Seulement pour moi, je m'arrêterai là parce que c'est une histoire de fantasy avec une mythologie chinoise très présente, avec des dragons et des légendes et des personnages qui sont vachement intéressants. Pour le coup, par exemple, l'une des trois est sourde. Et donc du coup, on va vraiment avoir un personnage qui va devoir se faire des amis au-delà de la barrière de la langue. Et d'une manière, on ne sait pas comment, c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu trop étonnée. Ils apprennent comme ça du jour au lendemain à parler la langue des signes. On ne nous dit pas d'où ça vient, si c'est parce qu'ils ont une destinée à trois, donc du coup, ils sont forcés de savoir communiquer entre eux ou des choses comme ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait ce handicap qui soit montré et qui soit partie prenante de l'histoire, parce que pour ma part, j'avais jamais lu d'histoire où il y avait une enfant sourde en tant que personnage principal. Donc c'était très intéressant, mais le petit problème, c'est que pour moi, ça va trop vite, dans un peu tous les sens, et j'ai vraiment pas eu le temps de m'accrocher à qui que ce soit, j'ai pas eu d'affinité avec les personnages. Donc c'est très dommage parce que je pensais que voilà l'histoire avec les dragons et la mythologie chinoise ça allait vraiment me plaire, ça m'a plu mais pas comme je l'aurais voulu. Cependant c'est une histoire quand même que je recommanderais à mes petits jeunes, peut-être qu'ils auront une sensibilité que je n'ai pas sur cette histoire-là en tout cas. C'est plutôt pas mal, du coup ça va être des enfants qui vont apprendre à devenir des dresseurs de dragons dans un sanctuaire de dragons, sauf que apparemment ce ne serait pas vraiment un sanctuaire et il y aurait un dragon ancêtre qui serait en plein milieu d'une prophétie, qui serait, on ne sait pas, soit gentil soit méchant. Voilà, je vais le garder quand même parce que c'est quand même un livre qui m'a un petit peu sorti de mes sentiers battus parce que voilà, on a vraiment... Ah oui, le gros point noir, parce que je l'ai lu et j'en ai directement parlé à ma collègue, c'est peut-être pour ça aussi, c'est pour ça en fait que je suis vraiment sortie de l'histoire. C'est que autant c'est un magnifique point positif d'avoir un vocabulaire en langue originale très riche, c'est-à-dire que dans chacune des pages, on va avoir des mots de japonais, quoi, de chinois. Je sais pas si c'est je sais plus si c'est japonais ou chinois. Il me semble que c'est japonais. Sauf que le truc, c'est que quand on nous donne un mot dans la langue originale, on va nous mettre en bas de page ce que ça veut dire. Mais après, ils ont pris le parti qu'en mettant une seule fois le note de bas de page, on va se souvenir 30 pages d'après ce que voulait dire ce mot. D'autant plus que on en croise très souvent, très souvent des mots en langue originale, donc il faut tout retenir, donc c'est très compliqué, et il n'y a pas de glossaire à la fin ou de lexique qui répertorie tous les mots qu'on a croisés, et s'il y avait ce glossaire-là, ça aurait été plus simple d'aller directement au lexique, plutôt que d'essayer de se rappeler à quelle page il y avait la note de bas de page pour nous traduire à chaque fois les mots. Et je trouve ça très, très sympa, hein, mais voilà, il manque un peu de facilité à ce niveau-là. Si on veut vraiment utiliser une langue originale, il faut la rendre accessible et par ça, avec un lexique. Donc c'est vrai que ça, du coup, pour les enfants, peut-être que ça pourrait poser problème. Mais
pour moi, ça a posé un problème. Et je pense que en fait, c'est pour ça que ça m'a cassé à chaque fois dans ma lecture. Parce que, à un moment donné, je savais plus à quelle page j'avais trouvé ce mot. Et du coup, à chaque fois que je le voyais, ça faisait blablabla dans ma tête. Et puis, je continue ma phrase. Mais du coup, voilà, ça cassait un peu le rythme. Donc, c'est très, très dommage qu'il n'y avait pas ce lexique. Mais pour l'instant, je vais le garder. Et puis, s'il faut que je fasse du tri, je pense qu'il ira voir une autre famille. Ensuite, j'ai lu Quintus Octavius, Le Monde Interdit, le premier tome, donc de Kia Thomas. Le tome 2 va bientôt sortir en VO, donc je pense qu'en français, ce sera peut-être plus l'année prochaine ou fin d'année. Quintus Octavius, c'était plutôt pas mal. Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais bon, c'était un tome introductif. Mais je pense que le tome 2 sera un peu plus prometteur. Parce que là, pour le coup, je trouvais que c'était assez original comme histoire. Quintus est dans une famille de mandeurs, l'une des plus populaires, des plus riches, des plus connues. Et le fait d'être mandeur, c'est le fait de pouvoir, rien qu'à la pensée ou à la formulation, invoquer quelque chose. S'il pense à une chaise, il va invoquer une chaise. S'il pense à un burger, il peut invoquer un burger. Ils appellent ça des mandeurs, mais c'est vrai que c'est des invocateurs, quoi. Sauf que Quintus, lui, ne développe pas ce pouvoir et sa mère veut absolument gruger tous les tests, etc. pour le faire devenir mandeur. Sauf que, à un moment donné, c'est lui qui va se faire mander par quelqu'un. Il va atterrir dans un monde qu'il ne connaît pas du tout, et c'est là qu'il va découvrir que, en fait, les choses que les mandeurs mandent ne viennent pas de nulle part. Et donc, ça va être un peu une histoire à la Robin des Bois, prendre aux pauvres ce qui a été volé, prendre aux riches ce qui a été volé aux pauvres pour le rendre à ses propriétaires. Il y a tout aussi un aspect écologique dedans que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'originalité. Et moi, je me demandais en voyant la couverture ce que c'était ces rhinocéros volants. Et c'est toute une créature bien particulière. On trouve sa particularité un peu plus à la fin, donc je vais pas vous spoiler. Mais je pense que c'est assez prometteur du tome 2. Donc j'espère savoir prochainement la date de sortie du tome 2. Parce que voilà, je pense que le tome 2 sera meilleur. Donc si vous pensez que le tome 1 est un peu trop mou ou quoi, alors qu'il se passe pas mal de choses, hein, mais c'est juste que la première partie est assez longue parce que on est en fait dans le même état que Quintus, on sait pas où on va, il y a rien qui se passe, on nous force la main, on a beau dire qu'on n'y arrive pas, on nous force quand même la main, donc c'est assez frustrant comme situation. Mais après, quand on découvre le monde interdit et on découvre qu'il y a tout un tas de choses qui se cachent, tout un tas de secrets familiaux qui se cachent là-dedans, et ça devient encore plus intéressant. Et donc je pense que le tome 2 sera vraiment explosif. Je ne sais pas en combien de tomes ce sera fait. Je pense pas que ça soit une série qui sera hyper longue. Parce que je pense que une fois que les grosses questions seront répondues, je vois pas après ce qu'on pourrait faire plus. Donc je vois plutôt ça comme une trilogie ou une quadrologie, je sais plus comment on dit ça. Mais voilà, pas plus. On verra bien en tout cas, mais en tout cas, c'était vraiment une très bonne découverte. Ensuite, j'ai lu Dragonlance, le tome 2 de Joanne Elliott. Donc ça, c'est une série finie, c'était une duologie. J'ai un peu plus aimé le tome 1 que le tome 2. Parce que dans le tome 1, on était vraiment proche des dragons. On discutait avec eux, il y avait vraiment tout un échange avec eux. Et là, dans le tome 2, je trouvais qu'on s'éloignait un peu trop de l'aspect initial des dragons. On va beaucoup plus parler des licornes, ce qui est plutôt plaisant aussi. Mais ces échanges un petit peu particuliers avec les dragons vont un petit peu s'éloigner, ils vont plus devenir des montures dans une quête fantasy pour les enfants qu'autre chose. J'ai pas trop aimé le fait qu'on retrouve un personnage là-dedans parce qu'elle va brider les enfants et moi j'aime pas tellement ça quand en plus les enfants ont fait plus que des adultes. Je vois pas en quel honneur un adulte viendrait leur dire non, vous arrêtez ce que vous faites et puis c'est nous qui reprenons le volet. Non. S'ils ont fait leurs preuves, ils ont réussi, tu peux les accompagner, mais ne les interdis pas. Et donc ce côté un petit peu là, parentaliste, moraliste, ça m'a un peu gonflé. Donc voilà, j'ai pris un peu moins de plaisir avec ce tome 2, que le tome 1 était vraiment très cool au final, comparé aux deux. Mais voilà, c'était très sympa, c'est quand même une lecture légère, on se laisse prendre au jeu. Mais voilà, si je devais être honnête, le tome 1 était beaucoup
mieux que le tome 2, chose assez rare dans les séries. Ensuite, c'était quand même un mois où c'était plutôt pas mal parce que j'ai rempli pas mal d'objectifs, dont finir des séries. Ensuite, après Dragonlance 2, du coup, j'ai lu Le Monde de Nedara 3, donc trilogie finie. Donc, dans le date lecture dernier, je vous disais que j'avais adoré le tome 1 et 2, mais que je me réservais suite à la lecture du tome 3, selon ce que le tome 3 donnait. Donc ça aurait pu être un coup de cœur cette trilogie, mais ce tome 3 était un peu mal foutu. Je sais pas pourquoi on a voulu faire ça, mais je suis d'accord des fois qu'on fasse des personnages torturés pour vraiment comprendre leur personnalité, pour qu'on ça leur donne un caractère bien précis dans l'histoire et tout. Mais là, malheureusement, Bix, qui est la Derne, qu'on va suivre tout au long de cette trilogie, est dans ce tome-là beaucoup trop larmoyante, beaucoup trop pleurnicheuse, beaucoup trop en demande de compliments, d'être rassurée et tout. Je comprends qu'après les épreuves qu'ils ont traversées, on se pose des questions et tout sur notre avenir, c'est normal, on passe tous par là. Mais dans une histoire comme ça, quand on veut une fantaisie animalière épique, quand on parle de guerre, etc., à un moment donné, il faut que les personnages se donnent un coup de pied au cul et avancent et acceptent. Et même s'ils acceptent qu'à moitié, c'est pas grave, mais au moins voilà, qu'ils avancent, qu'ils prennent force avec ses autres alliés, etc. Et la Bix, on lui donne vraiment le personnage larmoyant et c'était vraiment pénible parce que du coup, franchement, c'est le tome le moins long des trois, on est sur 330 pages, et jusqu'à la moitié, donc jusqu'à 165 pages, 170 pages, on a mais des dialogues et des dialogues où ça se complimente, où ça se lèche les bottes, c'était pénible quoi, c'était vraiment pénible. Et c'est qu'à partir voilà, de la deuxième moitié où vraiment les choses commencent à bouger, où les guerres, les clans commencent à se rencontrer et ça va partir un petit peu en bibrine et tout. Là, il y a de l'action. Là, Bix n'a pas le temps de se poser des questions. Elle se dit, bon, je fais ça ou ça. C'est soit ça, maintenant, décide-toi. Et là, elle fonce. Mais voilà, la première partie était vraiment très, très larmoyante et c'était trop pour moi. Voilà, c'était trop... C'était pénible en fait. C'était vraiment pénible de suivre un personnage comme ça qui était limite dépressif quoi, qui remettait tout le temps en question. Voilà, c'était vraiment pénible. Donc malheureusement à cause de ça, c'est pas une série coup de cœur. Parce que c'est pas le final que j'attendais. On aurait pu faire mille et une choses avec Bix parce qu'elle a énormément de potentiel et de caractère et de courage. Pourquoi là on l'a rendue totalement ignorante et limite on la rabaisse à son stade de bébé perdu, voilà. Donc c'est très dommage pour ce final-là, qui n'est pas à la hauteur. Ensuite, autre série que j'ai fini, donc j'ai fini Le Joyau, le troisième tome, La Clé Noire de Amy Wing. Donc celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est un final, là pour le coup, qui se finit vraiment en apothéose, qui finit comme elle doit se finir, même si là aussi ça a été un peu long au début, c'est normal parce que parce que tout se met en place, il faut qu'ils recrutent, il faut qu'ils forment, etc. Donc voilà, ça peut pas se faire tout en deux. Autre point qui m'a un petit peu chagriné, c'est que on a notre cher monsieur, comment il s'appelle déjà? H. Voilà, il s'appelle H. Et donc là, on a typique le genre de réaction qui me gonfle un peu. Donc on le voit aussi dans donc je sais plus quoi, j'en ai fait la remarque à mon mari il y a pas longtemps. Donc on a H qui se retrouve en fuite, qui se retrouve un petit peu ennemi numéro 1 si vous voulez, et du coup Violette elle est au cœur de cette rébellion, et H est un peu mis de côté parce que pour sa sécurité il vaut mieux qu'il fasse tout en secret quoi, qu'il ne se montre pas. Et sauf que voilà, la première moitié on a vraiment plein de dialogues où H dit qu'il veut se rendre utile, que machin, et de l'autre côté on a Violette qui le surprotège à mort comme une maman, mais du coup ça donne des dialogues qui sourds, muets,
parce que, il s'ennuie, il veut se montrer aussi fort que sa copine, sauf qu'il comprend que s'il fait tout foirer, enfin, s'il se fait prendre, il fait foirer tous les efforts qui a été menés pendant les 3 premiers tomes. Et Violette, je pense, a un peu trop pris la tête dure en mode je suis plus puissante donc je crains moins de choses que toi, ce qui est vrai, hein. Mais le rapport de force n'était pas trop juste et du coup, ce rapport de force-là était vraiment un peu chiant entre les deux. J'ai envie de dire, écoute Violette, soit tu l'enfermes, soit tu le laisses faire, mais tu prends le risque que ça se fasse, mais règle le problème une bonne fois pour toutes, régler le problème, et n'en parlez pas pendant 150 pages, quoi, à un moment donné. Voilà, c'était peut-être les petits trucs un peu qui me gonflaient un peu chez Ash et Violette. Ensuite, le dénouement, du coup, on apprend énormément de choses, mais c'est quand même une fin assez ouverte. Et je pense que j'aurais bien aimé un tome supplémentaire qui parlera de la reconstruction, ou qui parlerait de l'origine de l'île, qui parlerait de ce que sont devenues les mères porteuses, comment ils ont rebâti la société, etc. Je pense que ça aurait été vraiment super intéressant de faire un 4e tome bonus, comme on en fait souvent, voilà, pour expliquer un peu ce qui s'est passé ensuite. J'aurais trouvé ça très sympa. Mais voilà, c'est vraiment une trilogie que j'ai beaucoup aimée. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite, je devais lire, dans ma pioche là, de pales numériques, je devais lire Deep Sea Aquarium. Donc j'ai lu le tome 2, 3 et 4. Je m'arrête là, j'abandonne la série parce que ça me... Voilà, au bout du 4e tome, il y en a encore 9. Ça me bottait plus tant que ça. L'histoire ne m'a pas plus touchée que ce que je pensais que ça allait me toucher. J'ai bien aimé l'histoire, voilà, au milieu de cet aquarium abyssal, mais des fois c'était peut-être un peu trop scientifique et du coup ça me perdait un peu. Je suis pas capable de retenir tout et du coup ça me frustrait parce que j'étais super intéressée, mais il donnait beaucoup trop de détails. Et de me dire que je vais pas tout retenir et je vais certainement rien retenir parce que je suis noyée, ça m'a un peu frustrée. Du coup voilà, j'ai kiffé mes 4 premiers tomes, mais j'irai pas plus loin. Mais voilà, en tout cas c'est très sympa, c'est très contemplatif, on a des belles pleines pages sur les grandes baies vitrées des aquariums. Enfin, c'est pas vraiment un aquarium en vrai parce que c'est l'aquarium est dans les abysses. C'est pas les animaux, il y a certains petits animaux qui sont dans les aquariums, mais surtout, vu qu'on est en plein milieu des abysses, en fait les animaux sont tout autour dans l'océan, en totale liberté autour de l'aquarium. Donc moi je trouvais ça très sympa, vous allez pas à l'aquarium de Paris, c'est pas pareil. Mais voilà, c'était très sympa, mais voilà, j'irai pas plus loin. Ensuite, je vais faire d'une pierre deux coups, c'était pas prévu, mais du coup, je me suis lu le tome 1 et 2 d'Atalante. J'ai lu le tome 1 le 4 avril et j'ai lu le tome 2 je l'ai fini hier. Voilà. Donc, j'ai adoré cette histoire. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. Pile dans la mythologie grecque. En ce moment, j'aime beaucoup lire des histoires sur la mythologie grecque. C'est quelque chose qui me fascine. Au boulot, je me suis même imprimé les arbres généalogiques des dieux et déesses grecs pour suivre un petit peu la généalogie, parce qu'après, avec tous les dieux, moi, je suis perdue. Qui a fait des enfants avec qui est le légitime, qui est le bâtard de machin, je sais plus. Qui a le pouvoir de quoi aussi. Enfin bon, là j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé que Atalante était un personnage vraiment super fort, je l'ai trouvé vraiment une héroïne modèle, une héroïne moderne qui va faire face tout au long de ses aventures, autant dans le tome 1 que dans le tome 2, voire même encore plus dans le 2, qui va faire face à la misogynie, qui va faire face aux préjugés qu'on a sur les filles. Elle va découvrir des secrets de son passé. Elle va se découvrir une nouvelle vie qu'on va lui imposer parce que c'est une femme. Et puis, elle n'en a pas démordu. Elle n'est pas tombée dans l'oubli. Elle s'est pas perdue. Elle s'est pas soumise. Et j'ai vraiment adoré ce personnage féminin. Franchement, pour moi, Atalante m'a vraiment marquée. Elle a vraiment un caractère et une envie de se battre et de prouver tellement de choses qu'elle est vraiment très forte. J'ai adoré sa relation avec Asclépios, qui est du coup le fils de Apollon. J'ai trouvé que ce jeune homme
était aussi un personnage masculin, vraiment modèle, qui n'avait que des green flags, comme on dit. On est très très loin d'une histoire d'amour, on est très très loin d'un homme qui veut s'interposer, qui veut... Au début, il avait des préjugés sur Atalante, parce que c'était l'apprenti de Chiron, le seul, c'était un garçon. Et puis, il y a cette petite sauvageonne là qui s'ajoute dans l'histoire, et du coup, forcément, lui aussi, il avait des préjugés sur les femmes. Et leur relation, du coup, ils ont quand même grandi ensemble, à partir de... Avec quel âge? Il avait 8-9 ans, je crois, quand ils se sont rencontrés. Donc, ils ont vraiment grandi ensemble. Et donc, du coup, les deux se complètent vraiment très, très bien. Ils forment un superbe tandem. Ils ne se disputent quasiment jamais parce qu'ils sont très ouverts à la conversation. Ils se comprennent, ils s'entendent. Ils se complètent vraiment. Et vraiment, Asclépios, c'est un garçon que j'aurais aimé autant avoir en ami qu'en amoureux, parce qu'il a ces deux capacités-là d'aimer. Il s'adapte, il comprend. Je veux dire, il est quand même resté très longtemps avec elle. Et malgré les défauts de chacun et chacune, ils ont toujours été très liés. Et donc voilà, c'est vraiment pas une histoire d'amour. Moi, au début, je pensais que je l'avais cassé en tant que romantasy, mais pas du tout. C'est vraiment un roman de fantasy. Je dirais pas totalement féministe parce que ça serait le cataloguer, mais il y a quand même vraiment cette héroïne-là qui porte ce combat-là et qui est vraiment majestueuse et qui est vraiment très très forte. Donc franchement, j'ai appris récemment que Cassandre Lambert était à la base une bookstagrammeuse. Je savais pas du tout, je savais pas non plus que c'était elle qui avait écrit L'Empire des femmes. Et la plume était vraiment superbe aussi, très franche. Pas tellement dans la description à foison, on est vraiment dans l'action. On est dans les pensées d'Atalante, mais Atalante a un caractère qui réfléchit quand elle pense, enfin réfléchit avant d'agir, mais qui va pas sans cesse revenir à la réflexion. Voilà, elle dit le pour, le contre, il y a plus de pour, alors je vais faire pour. Peu importe ce qu'on me dit, je vais faire pour. Et puis si je vois que c'est contre, je ferai contre, je reviens en arrière, je fais autre chose. Donc c'est vraiment un personnage réfléchi. Et c'était vraiment superbement écrit, j'ai vraiment vraiment adoré. Peut-être que en lisant d'autres histoires, je me rendrai compte que c'est un coup de cœur, mais là vraiment, c'était vraiment pour l'instant, je sais pas encore si c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment une excellente duologie avec d'excellents personnages. Ensuite, petit thriller surnaturel, j'ai lu Brocélia de Jean-Marc Desnos. Donc on est ici sur une journaliste qui aime beaucoup faire l'urbex, qui aime beaucoup les enquêtes paranormales. Et dans la forêt de Brocéliande, elle va repérer un manoir, le manoir de Brocélia. Et elle va enquêter sur ce manoir et il va se passer des choses paranormales dedans, du coup. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment. On est dans une enquête paranormale urbex dans la forêt de Brocéliande. Le résumé, c'est ça. On est pile dedans, c'était vraiment génial. Et la plume de Jean-Marc Desnos est vraiment super abordable. On est sur des romans de 240 pages et du coup, après ma lecture, je me suis rendu compte que ce livre-là faisait partie intégrante de toute une série d'enquêtes. Parce qu'en fait, Brocélia, c'est, si vous voulez, une nouvelle enquêtrice. Mais dans Brocélia, elle va faire appel à un enquêteur du paranormal qui a fait d'autres enquêtes avant, si vous voulez. Donc, si vous voulez, les enquêtes paranormales, ça commence avec cet enquêteur-là. Je vais vous dire le titre, les enquêtes de Alan Lambin. Voilà. Donc, avant Brocélia, il y a ces 4 romans. Donc, du coup, je me suis acheté, j'ai les 3 premiers, il me manque juste Les couloirs démoniaques. Et en fait, Brocélia est la 5e, si vous voulez. Ça m'a vraiment super donné envie de lire tous les autres livres de Jean-Marc Desnos. Normalement, ça sera déjà fait, je pense lire la première enquête en fin de mois. Parce que j'ai vraiment super accroché avec cette plume. Il a vraiment cette facilité-là de nous emmener dans des choses très sombres, de manière très franche, directe et très facilement, sans pour autant non plus nous plonger dans l'horreur extrême ou quoi. C'est vraiment très, très fluide. Très, très fluide. Et voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Les personnages aussi sont vraiment plutôt sympas.
Donc vraiment que du bon. Ensuite, j'ai lu des petits jeunesses, j'ai lu les 3 premiers tomes des Animaux de Mini-Bois. Ce sont des premières lectures vraiment très très choupines. On va suivre à chaque fois des animaux qui vont avoir des aventures, soit pour sauver quelqu'un, soit parce qu'ils ont perdu quelque chose. C'est vraiment très très frais, très mignon, avec de très belles illustrations. Voilà, c'est vraiment des premières lectures que j'aime beaucoup et qui sortent un petit peu de tout ce qu'on voit, là, les Max et Lily, les petites poules, voilà vraiment les lectures, les premières lectures qu'on connaît et qu'on a déjà vues plein de fois. Là, les Animaux de Mini-Bois, et ben j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Ensuite, j'ai lu Aventure au refuge, le dernier tome qui est sorti, donc là, c'est sur Velma. Velma qui est un Malinois, qui va être adopté par une famille, sauf que cette famille n'avait pas pris en compte que les Malinois, ça demande énormément d'exercices physiques et intellectuels. Sauf que là, du coup, ils se sont rendus compte que c'était pas un chien fait pour leur famille, et du coup, elle va finir à la SPA, jusqu'à ce qu'elle trouve une famille parmi les policiers. Donc, on va expliquer ce que c'est la vie de chien de policier. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé qu'on aborde cet aspect-là. Parce que les chiens de policiers ne sont pas que des objets. J'ai surtout vu, en France, je n'en ai pas vu énormément, mais je sais qu'aux États-Unis, les chiens policiers, c'est vraiment quelque chose de très précieux. C'est vraiment un lien très fort entre le policier et l'humain. Je pense, il y a un film que j'avais vu autour d'une histoire d'un policier et d'un chien. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'était vraiment très très fort et cette histoire m'avait marqué. Et je sais même que les chiens de policiers, quand ils sont plus en service, soit ils restent avec le policier avec qui ils ont souvent grandi, parce qu'en général, ils sont chiots quand ils sont pris dans la brigade, soit vraiment il y a des maisons de retraite pour les chiens de policiers ou les chiens de l'armée et tout ça. Ils sont vraiment très coucounés parce que c'est des compagnons très précieux et ils ont vraiment les chiens policiers, ils ont vraiment les mêmes... la même importance qu'un collègue humain. Donc c'était vraiment super intéressant. Et puis c'est quand même aussi une piqûre de rappel qu'il faut bien s'informer du caractère et des besoins du chien, voir si c'est compatible avec nous, quoi. Parce que, par exemple, moi, là, dans notre maison, c'est quand même une maison, mais on pourrait pas avoir un Malinois. Parce qu'il faut du terrain, il faut qu'ils puissent courir à foison, il faut qu'ils soient en liberté, il faut qu'il y ait de l'espace de jouer, voilà, il faut vraiment quelque chose. C'est pas comme un golden, par exemple, le golden, il n'y a pas forcément besoin qu'il court des masses. Par exemple, nous, on en a un chez la belle-maman, il a 1 hectare, hein, 1 hectare de jardin, complet, tout grillagé, il peut faire sa vie. Il reste que autour de la maison. Il fait le palier devant, le palier derrière, sa petite crotte là, pas très loin, mais jamais il fait l'hectare. Donc voilà, c'est vraiment le caractère des chiens, il faut vraiment l'adapter avec notre envie. Ensuite, j'ai lu la BD Mon ami fantôme de chez Jungle que j'ai eu en service presse avec NetGalley. Donc là, c'était aussi plutôt pas mal. Je trouve que c'est quand même une BD intéressante à lire autant pour les parents que pour les enfants, parce que là, on va parler de les problèmes de groupes sociaux dans l'école, par exemple. Parce que, du coup, c'est un petit nouveau qui va débarquer dans une école et il va se laisser embrigader par les mecs les plus cool du collège. Au lieu d'être ami avec quelqu'un qui est sincèrement gentil avec lui. Par exemple. Donc, je trouve que c'est vraiment un problème à aborder sur l'influence que peuvent avoir les enfants sur les autres, parce que l'un est vraiment en mal-être d'être seul et de connaître personne. Donc c'était une BD en plus qui était vraiment très jolie graphiquement, c'était vraiment très très bien fait, donc ma foi c'était plutôt sympa. On parle de médium, on parle de la vie après la mort, on parle de vraiment plein de choses, c'était vraiment très très sympa. Ensuite j'ai essayé de relire un petit peu des mangas, autre que Deep Sea du coup, et j'ai lu Mad World, le tome 1, donc c'est une trilogie, c'est des histoires indépendantes l'une de l'autre. Donc j'ai lu Mad World, mais c'était pas dingue parce que c'était quand même assez flou. Ouh, c'est mon volet qui vient de se fermer.
C'était quand même assez flou parce qu'en fait, ça parlait d'une histoire où une jeune fille n'a pas de téléphone, comme toutes les autres personnes de son lycée. Et du coup, pour pallier à ça, elle va s'inventer un téléphone imaginaire et elle va parler à travers ce téléphone imaginaire. Donc c'est comme si elle faisait de la télépathie en gros, mais c'est pas de la télépathie. Et elle peut discuter avec un autre garçon qui a lui aussi un téléphone cérébral, sauf qu'ils sont pas sur le même fuseau horaire. Enfin, c'est quand même une histoire qui était vraiment tirée par les cheveux. Et je l'ai continué pour savoir où ça allait, mais ça m'a pas tellement convaincu que ça. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage. Ensuite, j'ai enfin lu La Guerre des clans, le tome 1, donc Retour à l'état sauvage. Je l'ai lu pour savoir de quoi ça parlait, pour savoir, voilà, pour curiosité professionnelle, on va dire. Sauf que, comme je pensais bien, ça ne m'a pas convaincue du tout. D'ailleurs, j'ai vu la petite qui s'est fait tous les gardes des clans, qui attend là impatiemment les nouvelles histoires inédites. Et ça m'a pas convaincue du tout parce qu'il y avait tellement de choses. Les prénoms déjà, c'était tellement compliqué. Je suis pas arrivée à m'attacher au personnage. C'était pas. Pourtant, il est court, hein, donc vraiment, c'est pas une question de longueur ou autre, bien que parfois c'était un peu plus long que d'autres, mais ça m'a pas convaincue. Voilà, il n'y a pas vraiment d'argument vraiment défini précisément, mais c'est juste que ça m'a pas convaincu, ça m'a pas tant plu que ça. Et après de me dire qu'il y a 48 tomes derrière, ça m'a pas donné envie. Ça m'a pas donné envie non plus de savoir la suite, rien que là pour le premier cycle. Hein. Le premier cycle, il y a 6 tomes. Ça m'a pas donné envie de voir plus que ça. Voilà, c'est dommage. Mais au moins j'aurais essayé. Je sais de quoi ça parle. Je peux comprendre par certains aspects pourquoi ça plaît, mais moi, ça ne m'a pas plu. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et 2 de La vie de château. Je la voyais très souvent, cette série, sur la chaîne de Audrey Livre. Donc, c'est une série en 6 tomes. Je ne lirai que les 2. Peut-être je lirai les autres, mais un peu plus éloignés les uns des autres. C'était très sympa. C'était un livre très sympa pour aborder le deuil, pour aborder le déracinement, pour aborder les problèmes familiaux, pour aborder voilà la fugue, pour aborder un petit peu tous les sujets un petit peu sensibles qui peuvent se révéler lors d'un deuil. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui perd ses 2 parents lors des attentats de Paris et elle va devoir emménager avec son oncle, avec qui sa mère était brouillée depuis des années. Et donc du coup ça faisait 12 ans que son oncle, enfin l'oncle et la nièce ne s'étaient pas vus. Et lui, en fait, ne parle plus non plus à ses parents. Donc ça va être déjà une situation familiale très compliquée, une situation aussi très compliquée pour les 2 personnages, parce que du coup elle va habiter avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, parce qu'à 2 ans, voilà, elle ne connaît pas tant que ça. Dans un lieu qui est quand même très atypique, elle va vivre dans une dépendance du château de Versailles, parce que son oncle en prend soin. Alors, il nettoie, il met en place le château de Versailles dans les pièces, etc. Et puis lui a toujours vécu en solitaire, donc il ne sait pas comment on s'occupe d'un enfant. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante pour aborder tous ces sujets. Et ça fait quand même un petit peu réfléchir. Par exemple, quand on désigne une marraine et un parrain, par exemple moi je pense au parrain de mon fils, si un jour il nous arrive quoi que ce soit et que c'est lui qui devient s'en occuper, je pense que ce sera exactement de la même manière que ça se passerait dans le bouquin, parce que à l'instant T, c'est quelqu'un d'assez solitaire, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, qui n'en a pas, et donc si un jour il se retrouve comme ça avec un petit Léon de 10 ans, je pense que ça sera exactement comme ça que ça se passerait, les premiers temps du moins, parce qu'après bon ça s'arrange un peu, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez bien fait pour aborder tous ces sujets, et je pense même que ça pourrait être abordé en classe pour vraiment faire un travail là-dessus, et ça pourrait aider pas mal d'enfants qui seraient dans le même cas, quoi, parce que du coup on a cette héroïne qui est très forte, qui est très intéressante, qui est
au début pas très conciliante, pas très gentille, mais qui va ensuite s'ouvrir et puis va s'avérer un petit peu plus plaisante, ce qui est normal. On ne peut pas être super positif après ce qui vient de lui arriver, mais bon. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle histoire. Mais là, j'ai lu le tome 2, donc Noël en famille. Il y en a encore 4 derrière. Mais je les lirai voilà, de temps en temps pour pas me dégoûter trop de la série d'un coup. Ensuite, j'ai lu Les Fabuleuses Aventures d'Aurore, le tome 1. Donc ça, c'est ma petite jeune aussi, à la bibliothèque, qui me l'a conseillé. Donc c'est de Douglas Kennedy qui est normalement écrit pour les adultes. Et en fait, quand elle me l'a présenté au club lecture, elle me l'a présenté comme le fait que Douglas Kennedy a un fils qui est autiste. Et il disait qu'il ne trouvait pas de livre pour son fils dans lequel son fils pouvait s'identifier au héros. Donc il a écrit Les Fabuleuses Aventures d'Aurore, qui sont en 3 tomes. Donc cette jeune fille Aurore a un autisme qui fait qu'elle ne peut pas parler à voix haute. Donc il y a vraiment une barrière de langage, mais elle va pouvoir discuter avec une tablette où elle va écrire dessus pour pouvoir parler aux autres, sauf qu'elle n'est pas scolarisée dans une école, elle suit des cours avec une dame, et à travers le fait qu'elle ne puisse pas parler, pour avoir un cocon à elle, elle se crée un monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire, elle a une amie imaginaire. Et dans ce monde, elle peut parler, comme tout enfant normal. Sauf que dès qu'elle rentre dans le monde dur, qu'elle appelle le monde où elle vit, sa parole se coupe. Et s'ajoute à cela le fait qu'elle a développé la faculté de lire derrière les yeux, et donc de lire dans les pensées des gens. Et ça va avoir ce petit côté policier où Aurore, malencontreusement, va devoir user de ce pouvoir pour retrouver la meilleure amie de sa sœur. On va parler de harcèlement, parce que du coup, sa sœur et ses amis vont se faire harceler par les brutes de son école. Et lors d'une sortie, sa meilleure amie de sa sœur va disparaître, et du coup, Aurore va aider les policiers à enquêter pour retrouver cette meilleure amie. Et donc du coup, dans les prochains tomes, on va y avoir d'autres enquêtes. Et du coup, je pense que je vais lire la suite le mois prochain, ou ce mois-ci si j'ai le temps, mais sinon ce sera le mois prochain, sans souci, le tome 2. Parce que de ce que m'a dit ma petite jeune, son cas pourrait évoluer dans les prochains tomes. Et donc du coup, j'ai envie de la voir évoluer, j'ai envie de voir si elle va arriver à parler, si elle va arriver à intégrer une école, est-ce qu'elle va parler de son pouvoir de télépathie à ses parents, est-ce que voilà, il va y avoir des choses, parce que ses parents sont séparés, donc il y a aussi des conflits avec sa sœur, ça se rejette sur la faute de qui à cause de qui, les parents sont séparés, etc. Donc il y a vraiment plein de choses dans cette histoire qui sont vraiment super intéressants. Et c'est vrai que ce livre-là pourrait parler à beaucoup d'enfants autistes qui se sentiraient exclus de la littérature jeunesse parce qu'il n'y a pas d'héros qui leur ressemblent. Moi, la dernière fois que j'ai lu un livre avec un autiste dedans, c'était un autiste Asperger, c'était Le bizarre incident du chien, que j'avais énormément aimé, où là aussi c'était un petit garçon qui était atteint d'autisme, et lui, il voyait la vie que par les maths, les calculs. Et lui aussi, il avait dû résoudre une enquête du bizarre incident du chien. Il va devoir résoudre cette enquête avec l'aide du coup de ses maths, de sa logique, qui ne parle pas aux autres, mais qui l'aide beaucoup, qui le rassure, etc. Donc voilà, c'était vraiment une très très belle découverte cette histoire, et je pense qu'il faut la mettre un peu plus en avant. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de Demigods Academy, donc le 2e cycle de Demigods Academy. Je l'ai bien aimé, mais il faut se le dire quand même que je me suis beaucoup ennuyée dans ce tome-là. J'espère que les prochains seront meilleurs. Mais après, je comprends, c'est le début d'un nouveau cycle, il y a tout à reconstruire, il y a sa dépression, voilà. Donc je pense que c'est pour ça que c'était un petit peu plus ennuyant, mais je pense que le tome 5 et 6 seront beaucoup mieux, parce que je pense qu'un petit quelque chose se cache, et une fois que ça aura pété, je pense que ça sera vraiment très très bien, aussi bien que le premier cycle. Mais là, je vous le dis, Luciane, je ne peux plus me le blairer. Ça me saoule parce qu'il veut absolument voir changer Mélanie, alors que
On n'est pas tous faits pour la brillance, on n'est pas tous faits pour la gloire, pour la lumière, pour être gentil, pour être... Voilà. Et en fait, Luciane, il incarne tout ça, et il veut absolument que Mélanie soit pareille, alors que Mélanie, non. Elle se complaît dans la solitude, elle se complaît dans les ténèbres, elle se complaît dans les ombres. Elle est très bien comme ça, elle s'en fout de tout, et lui, il veut la rendre comme lui, et du coup, ça m'a vraiment gonflé, je ne peux plus me blairer ce Luciane. Pour moi, Mélanie et Hadès, c'était vraiment des personnages qui se complétaient. C'est pas Hadès qui vient... Enfin là, je parle plutôt dans le cycle 1 du coup. C'est pas Hadès qui vient totalement changer Mélanie, non, je pense qu'il a plutôt révélé à Mélanie ce qu'elle est vraiment, et il lui a appris à se complaire, à s'accepter comme elle est, et Luciane, ben, je peux pas me le blairer parce qu'il fait tout le contraire, et je vois pas ce que Mélanie... Enfin si, Mélanie lui trouve, voilà, que malgré tout ce qu'elle a fait, il est toujours là pour elle, et voilà, mais c'est plus du coup quelque chose qui tient plus de l'amitié plutôt que de l'amour, et vraiment, voilà, Luciane, je peux plus me le blairer, et du coup, à chaque fois qu'il y avait un chapitre avec lui, je me faisais chier, je pouvais plus me le voir. Voilà, il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte, je peux plus me le blairer. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire le tome 5 qui, d'après leur dire, le tome 5 devrait sortir en août 2025. Donc, eh ben, j'ai super hâte de voir ce que ça donne. Je crois que c'est là qu'ils l'ont dit. Hein. Oui, voilà, en attendant la suite de Demigods Academy en août 2025. Donc, nous verrons bien en août ce qui va se passer. Ensuite, il nous en reste plus beaucoup. J'ai lu Uki 2. Donc, Uki de Fourrure, le tome 2. Je sais pas si c'est parce que du coup, j'ai lu tous les Podkin avant. Mais heureusement que du coup, j'ai mis du temps. J'aurais peut-être même dû en mettre un peu plus. Parce que du coup, en lisant Uki, j'ai complètement superposé Podkin et Uki, du coup ça m'a un peu perdue par certains moments, et je savais plus où j'en étais, et du coup voilà, j'aurais peut-être dû attendre encore pour lire Uki, pour vraiment séparer les deux histoires, parce qu'il y a quand même énormément de similitudes, et ça évolue dans le même monde, c'est à peu près des fois les mêmes personnages, donc voilà, c'est de ma faute. Du coup, ça a un petit peu entaché ma lecture, mais il faut quand même se le dire que dans toute l'aventure qui va y avoir, il y a beaucoup de passages à vide, c'est-à-dire que c'est beaucoup de voyages sans qu'il ne se passe rien, ou pas grand-chose, et du coup, c'est très très long. C'est vraiment très très long. Alors que dans Podkin, ils avaient aussi beaucoup de voyages, mais il se passait énormément de choses pendant ces voyages. Là, vraiment, c'était très très mou, et il se passait peut-être une chose très importante pendant 200 pages, et puis après ça va retomber, et puis après on a le final. Donc c'était vraiment un rythme en dents de scie. S'ajoute à cela, voilà, le fait que je suis pas reposée avec Podkin, bah, ça m'a un peu perdue. Donc, mal m'en prend, voilà, j'aurais pas dû le lire de suite, mais cela n'empêche pas qu'il y avait vraiment un problème de rythme. Donc bon, nous verrons bien ce que donne le tome 3, en tout cas maintenant, bah, au moins je sais que quand je lirai le tome 3, bah, normalement j'aurai plus ce problème de confusion avec Podkin, parce que ça fera un petit moment, je pense. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira le tome 3, mais à mon avis pas cette année, en tout cas je pense pas. Mais voilà, j'ai quand même envie de lire la suite, parce que j'aime beaucoup cet univers-là. Mais j'espère qu'il n'y aura pas le même rythme dans le 3e tome, parce que du coup, si le tome 3 est pareil que le tome 2, je pense que j'arrêterai là. Parce que là, Uki, je crois qu'il y a 5 tomes, alors que Podkin, il y en avait 3. Donc, voilà, ça m'engagera pas trop à lire le tome 4 et 5 si le tome 3 a le même rythme que le 2. Mais c'était plutôt quand même pas mal. Le peu d'action qu'il y avait était nécessaire et comme il faut, mais c'était pas non plus extraordinaire. Ensuite, coup de cœur, là je le dis, j'ai adoré La Promesse d'Avalon au tome 1, Une âme pour une âme. Je l'ai terminé samedi. Je l'ai terminé coûte que coûte pendant ma grippe. Il me restait 50 pages le soir. Je l'ai quand même lu avec la fièvre et le mal de crâne, mais j'avais super envie de savoir la suite. Et du coup, dès mardi, j'ai commandé la suite. Donc je pense que le tome 2 sera lu là, pour le coup, dans les 15 jours à venir.
parce que j'ai adoré cette série. En plus, c'est une duologie, donc c'est vraiment parfait. Je n'ai jamais lu d'histoire reprenant le mythe d'Excalibur. Donc vraiment, pour moi, c'était une découverte phénoménale pour moi. Les légendes arthuriennes, avec la fée Morgane, avec la Dame du Lac. Vraiment, pour moi, c'était génial. Mêler à ça un côté très démoniaque. Mais j'ai adoré. J'ai adoré les personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé Gwen et Tristan. Vraiment, pour moi, ils ont une alchimie de dingue. Ça marche totalement. Et j'ai vraiment super hâte du coup de lire le tome 2. C'est une fantasy qui se lit très très vite pour 450 pages, vraiment. Pour vous dire, même avec la tête comme une pastèque et tout, arriver à lire, c'est que vraiment c'était d'une facilité, d'une fluidité, avec des chapitres courts, donc avec un rythme effréné, avec plein de révélations, et puis un cliffhanger de malade, mais heureusement que je le lis maintenant que le tome 2 est sorti, parce que si j'aurais dû attendre 1 an, comme la plupart d'entre vous le pensent, ça aurait été horrible. Mais vraiment, là, c'est vraiment une superbe découverte. Vraiment une superbe découverte. Ça me donne envie, du coup, de lire d'autres histoires avec les mythes arthuriens, parce que vraiment, pour moi, c'était une très très bonne découverte. J'ai redécouvert tout ça avec mon âme d'enfant quand je regardais le film Excalibur, là, le film d'animation très très vieux avec les 2 dragons là qui étaient vraiment hilarants. Mais voilà, vraiment si vous cherchez une romantésie, foncez là-dedans, vraiment pour de vrai, c'est excellent. Je le mets du coup en top 4, derrière The Prison Healer, Twin Crowns et les artefacts d'Uranos. Vraiment, la promesse d'Avalon est vraiment pas loin derrière, donc juste 4e quoi. Donc sur tout ce que j'ai lu, elle est vraiment géniale cette histoire. Donc je vais quand même vous en dire, elle mérite qu'on parle. Gwen effleure la lame de la main, elle est désormais la gardienne de la légendaire Excalibur. En sa possession, elle devient invincible. Encore faut-il apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Alors que des forces maléfiques bouleversent son quotidien de lycéenne sans histoire, Gwen doit s'allier à Tristan, un démon aussi irrésistible qu'insupportable. Si elle a pour mission de protéger l'épée, le démon n'aspire qu'à retourner aux enfers. Elle se passerait bien de lui s'il n'y avait pas ce pacte qui les dépasse, un pacte qui unit leurs âmes pour toujours. Donc, on vous dit irrésistible qu'insupportable, ça vous vend un petit peu la romance et tout, comment on s'y attend. Mais vraiment, ce côté romance arrive plutôt vers la fin, hein. Au début, c'est vraiment un enemies to lovers, mais vraiment enemies, quoi. L'un ne peut pas se blairer. Ils ont plutôt une relation très rigolote dans le sens où ça s'envoie des pics, mais ça collabore parce qu'ils ont un même point, un même intérêt. Mais j'ai vraiment énormément aimé. Pour moi, ils sont faits l'un pour l'autre. Ils ont vraiment plein de choses en commun, sauf que là, avec ce cliffhanger, à mon avis, ça va tout remettre en question, donc j'ai vraiment hâte du tome 2, on se retrouve peut-être à la fin du mois pour parler du tome 2 et de la fin du coup. Ensuite, il n'y en reste plus que 3, j'ai lu le tome 10 des Géants, toujours aussi bon, là ça prend toute une dimension nouvelle, je trouve, bien qu'on est quand même au milieu du cycle 2, donc c'est nouveau depuis déjà 5 tomes, mais je pense que ça prend une nouvelle tournure, une tournure que j'aime beaucoup, parce qu'un petit peu plus sombre. Et je pense aussi que ça va être un petit peu plus chaotique aussi, parce qu'on a de plus en plus des géants badass. Donc, qui dit géant badass de plus en plus, dit grosse guerre à arriver dans pas très longtemps. Et donc, du coup, gros méchant aussi, je suppose. Mais là, il en reste encore 5 tomes, je crois. Donc, il va falloir patienter pour avoir le final. Mais c'est vraiment une série de BD que je vous conseille fortement. Vous allez vraiment vous éclater. C'est vraiment très très bien. Ensuite, je vous garde en dernier le petit livre piquant, qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Mais en avant-dernier, je vous parle de Urbex Mortel, qui est dont tu es le héros. C'est un thriller, hein, un thriller horreur. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, malheureusement j'ai gagné du premier coup. Mais j'ai quand même essayé de voir un petit peu ce que donnaient les autres fins. Mais on va dire que en fait, je pense qu'il y avait 3 possibilités. Soit personne mourait, soit
2-3 personnes mouraient, soit tout le monde mourait et tu perdais. Moi, j'ai réussi à sauver quasi tout le monde, sauf 2. Donc, je me dis, c'est pas trop mal comme fin. Sauver tout le monde, ça aurait été un petit peu trop simple pour moi. Je pense que dans toute histoire d'horreur, il faut des morts. C'est sadique, mais je pense que voilà, ça m'aurait pas tant plu que ça. Si tout le monde sortait en vie, ça aurait pas été drôle. Donc voilà, pour moi cette histoire c'était vraiment très très sympa. Donc c'est 6 groupes de jeunes, dont une petite fille de 10 ans qui m'a beaucoup touchée, qui vont faire de l'urbex dans un vieux manoir avec un sombre passé, qui a été condamné par le maire. Et nous, du coup, en tant que tu es le héros, on va incarner Gwen, qui est le fantôme de ce manoir. Et à travers ces jeunes, elle va essayer de découvrir qui a tué elle et sa famille dans ce manoir. Et elle va essayer aussi de les aider, qu'ils ne se fassent pas tuer à leur tour dans le manoir. Et donc du coup, à travers nos choix, certaines personnes mourront ou d'autres personnes survivront. Donc on a vraiment la vie de ces jeunes en main. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment très très bien, c'est très très bien écrit. Donc voilà, c'était vraiment super. Elle a écrit aussi Trek Mortel, donc je pense que je lirai aussi Trek Mortel parce que c'est vraiment un style dont tu es le héros, dont j'aime beaucoup. À partir du moment où on rajoute un peu de paranormal comme ça, c'était vraiment très très bien. Et intégrer le fantôme de cette enquête paranormale, et ben je pense que pour moi c'était le pompon, donc c'était vraiment génial. On va clôturer ce lecture sur le dernier Hunger Games. Donc, Hunger Games, lever le soleil sur la moisson, qui n'est plus ou moins que les jeux de Emiche. Alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais pour moi, c'est peut-être l'histoire de trop, ou l'histoire qu'il ne fallait peut-être pas écrire au détriment d'une autre. Je m'explique. Emiche, ici, est très, très larmoyant, très mou, très... il est pas super attachant, il est pas super courageux, il est pas... Je sais pas, il est pas comme le Emiche qu'on nous donne à voir dans les films. Et... du moins dans la première partie du roman, on va dire. Après, dans la fin du roman, on comprend pourquoi il est comme ça, on comprend pas mal de choses, et là, on s'attache un petit peu plus au personnage. Mais vraiment, au début, c'est vraiment le gamin qui est super amoureux, qui est encore très crédule, qui croit que tout peut bien se passer. Enfin, vraiment, il est dans un monde un petit peu idéaliste, qui s'imagine, et très, très cucu-plan-plan avec cette histoire avec Léonore Dove. Donc, j'ai pas accroché à cette histoire d'amour. Vraiment... Pour moi, c'était trop cucu-plan-plan. Léonore Dove, pour moi, elle m'a pas du tout touchée. Comme Lucy Gray non plus, elle m'a pas tellement touchée que ça. Je sais pas, elles étaient vraiment trop dans leur monde. Les coves, là, ou les coveilles. Ils étaient beaucoup trop dans leur monde, pas assez terre-à-terre comme Katniss, pour moi. Et avec leurs chansons et tout ça, pour moi, ça m'a pas touchée du tout. Et une fois qu'ils étaient dans l'arène, après, eh ben, je veux dire, à partir du moment où ils passent la moisson, eh ben, c'est du déjà vu. C'est les mêmes séries d'entraînement, les mêmes classements, après ils vont dans l'arène. Donc c'est très rébarbatif. Les seules choses pour moi qui changent ou qui sont un plus pour moi dans ce roman, c'est que voilà, on comprend pourquoi Emiche est comme ça dans la série d'origine. On comprend différentes choses sur Katniss, on comprend différentes choses sur le district 12, sur Plutarque aussi, ça j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris des choses sur Plutarque qu'on nous donne pas du tout en détail, ni dans les jeux de Snow, ni dans la série originale. Donc on nous donne quand même pas mal de détails qui sont super intéressants, qui donnent une valeur plus, mais mis ça tout à bout, ça fait pas tout dans le roman quand même de 460 pages. Et voilà, c'était vraiment pas dingue. Et puis il y avait quelques répétitions qui me saoulaient, c'est que Emiche, il arrêtait pas de l'appeler Léonore Dove. C'est comme si moi, mon mari, tous les jours, il m'appelait Loane Constant. Non, juste dis mon prénom, ça suffit. Parce que vraiment, des fois, il parlait de cette fille, machin. Il arrêtait pas de dire Léonore Dove. On me dit, c'est bon, on a compris.
dit juste son prénom. On sait que c'est Dove, son nom de famille. Il dit Léonore. Et donc voilà, cette histoire d'amour m'a pas du tout convaincue. Et vu que c'est hyper appuyé sur cette histoire, et ben forcément, ça met un gros poids, quoi. Et du coup, voilà, c'était très dommage. Et puis j'ai surtout vu que il a quand même pas mal d'horreur, parce que, je vous le dis comme ça, mais il n'a pas été pioché pour la moisson. Il n'a pas été pioché, mais il a quand même fait des jeux. Et malgré toutes les merdes qu'il traverse, je trouve qu'il passe avec ça, avec une telle facilité, que j'ai pas réussi à m'accrocher à son personnage. Parce que pour moi, il était pas qu'il était vide, mais il n'était pas humain, et il n'y a rien qui me raccrochait à lui. Parce que vraiment, il en a vu des horreurs, hein, mais avec ce fait qu'il pensait que à cette fille, et qu'il voyait pas les autres choses qui lui arrivaient, et ben, qu'il réagissait pas et tout, enfin, ça m'a complètement détaché du personnage. J'ai quand même adoré me replonger dans l'univers d'Hunger Games. La preuve, je suis en train de me refaire là tous les films, là, il y a 5 films, donc on a commencé mercredi, donc là jusqu'à la fin de la semaine, tous les soirs on va se faire Hunger Games, donc c'est que ça m'a quand même fait quelque chose, hein. Mais c'est ce personnage d'Haymitch qui m'a pas convaincu comme il m'a convaincu avec Katniss. Donc même si ça peut pas être exactement le même, parce que il a eu un passé, donc il est comme ça par rapport à son passé, mais je trouve quand même qu'il y a tout un monde entre le Haymitch d'ici et le Haymitch des films. D'autant plus que, enfin des films, je dis des films parce que je suis dedans, mais des livres. Et j'ai trouvé ça super dommage. J'ai trouvé ça très très dommage. J'aurais voulu en fait que le prologue, où vraiment il nous donne un petit peu des pistes de ce qui s'est passé entre ses premiers jeux et Katniss, il aurait fallu que ce prologue soit un peu plus long, parce que du coup, moi j'aurais voulu savoir, c'est parce que c'était 24 ans avant Katniss, donc j'aurais voulu savoir pendant ces 24 ans comment il a vécu toutes ces années de mentor, comment il s'est forgé, parce que du coup, là il devient mentor, mais il avait que 16 ans. Donc, enfin vraiment, il y a tout un monde qui a été encore zappé. Et du coup, je trouve que ça a été fait à moitié. Et du coup, c'est pour ça que je dis que ça a été un tome fait au détriment d'un autre, parce que, en discutant avec d'autres personnes, je suis pas la seule à penser que Hunger Games, il y a tellement de choses qui auraient pu être abordées au lieu de faire un énième Hunger Games. Ils auraient pu très bien, moi j'aurais tellement voulu un préquel qui parlait de cette grande guerre, qui parlait de comment les districts se sont révoltés, comment cette guerre s'est passée, comment s'est passé le premier Hunger Games. Parce que Snow, ce n'est que le 10e. Mais comment s'est créé le premier? Comment ils ont choisi qu'il fallait avoir une arène, qu'il y allait avoir 12 districts, comment ils ont choisi qu'il y allait avoir un classement avec l'histoire de cotes et de machin, de trucs. J'aurais vraiment préféré un tome qui parlait du début, vraiment du début des Hunger Games. Du début de la guerre jusqu'au premier Hunger Games. Ça aurait été un bon préquel. Et qui aurait vraiment été, je pense, encore plus énorme à mettre en film. Parce que du coup, il va être adapté, celui-là. Mais je pense que vraiment faire quelque chose sur les débuts des Hunger Games, sur cette guerre, etc., ça aurait été vraiment énorme. Et je sais pas si ça sera fait ou pas, parce qu'apparemment, elle a fait ces 2 préquels parce que ça a été super demandé par les gens. Donc peut-être que si on est des millions et des millions à demander les débuts des Hunger Games, peut-être que ça se fera. Mais pour moi, si ça se fait pas, ça serait vraiment super dommage. Et je pense que c'est nécessaire même. C'est même nécessaire, parce que là, ça fait quand même 5 tomes. À chaque fois, on nous parle de cette grande guerre, on nous donne des pistes et des machins et tout. Mais bordel, expliquez-nous comment ils se sont rebellés. Parce que là, quand même, Katniss, tout ce qu'ils ont dû faire pour se rebeller, c'est quand même énorme. Alors que j'aurais voulu savoir comment la première fois ils ont fait pour se rebeller. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y avait aussi des têtes comme ça meneuses? Est-ce que Panem était un peu moins populaire, moins on va dire riche que maintenant? Est-ce que je sais pas, il y aurait pu avoir tellement de choses. Est-ce que les districts à la base étaient beaucoup plus unis? Est-ce qu'il y avait des relations? Enfin voilà. C'est une histoire qui manque et qui aurait pu, je pense, être écrite à la place des jeux d'Haymitch. Et voilà, c'est dommage. Bien que c'était quand même bien, mais autant faire un livre sur quelque chose où on apprend
où c'est vraiment une nouvelle histoire, toute une nouvelle histoire, quoi, dans le même monde. Donc voilà, écoutez, dites-moi votre avis, vous, ce que vous en avez pensé, si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi ou pas, mais bon, voilà. En tout cas, sur ce, je vous laisse, c'est l'heure de manger, on va vite manger pour regarder Hunger Games 2. Je vous dis du coup à très bientôt, normalement, du coup, le dimanche 27, normalement, je fais la pile à lire du mois de la fantaisie, j'ai super hâte. Et ensuite, on se retrouve, début mai, donc je crois que c'est le 6 mai, pour le bilan du mois d'avril. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.